Bonjour et bienvenue sur Balance ton fleu, le podcast de référence qui vous fait découvrir la pluralité du monde du français langue étrangère. Nous sommes Lisa et Zoé, toutes les deux passionnées de FLE et de sociolinguistique. Nous vous invitons à découvrir les différentes facettes de ce domaine à la fois singulier et pluriel. Découvrez les coulisses du podcast sur Instagram. Suivez notre actualité sur LinkedIn. Retrouvez du contenu exclusif via notre newsletter, le lien se trouve en barre d'infos. Et pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à nous suivre et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Bonne écoute! Pour une rentrée réussie, quoi de mieux que des ressources pédagogiques amusantes qui donnent le goût de l'apprentissage mais aussi de l'enseignement du FLE. Alice et Malika, les fées du FLE et expertes géniali, nous parlent de leur expatriation à Hong Kong, de leur parcours respectif et surtout de leur blog, une véritable mine d'or pour vos petits niveaux. Et ce qui est encore plus chouette, c'est que toutes leurs ressources sont gratuites, testées et approuvées. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir deux invités, Alice et Malika, plus connues sur Internet sous le nom des Fées du FLE. Bienvenue, toutes les deux. On a hâte d'en apprendre un petit peu plus sur les deux femmes qui se cachent derrière les fées. Donc tout d'abord, on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre parcours. Donc, qui se cache derrière les Fées du FLE? Alors je commence, donc moi je suis Alice Le Gall, une des deux fées. J'ai rencontré Malika il y a à peu près 2 ans et demi ou 3 ans à l'Alliance française de Hong Kong en fait. Et c'est là qu'on a décidé de créer les Fées du FLE. Et avant ça, alors qui suis-je? J'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait plein de choses avant de faire du FLE. J'ai étudié les sciences sociales, un peu l'anthropologie sociale, la communication. Donc je me suis un peu cherchée avant de trouver cette voie-là. Mais assez rapidement après mes études, j'ai essayé de bifurquer en travaillant dans des instituts français ou dans des alliances françaises. C'est aussi un peu au hasard des voyages et des... J'ai suivi mon compagnon en Géorgie, dans le Caucase. Je suis allée frapper à la porte de l'Institut français. Ça a marché, j'ai bien aimé ça. Donc après, j'ai décidé de me former à distance en faisant un DU puis un master de FLE. Mhm. Et je me suis vraiment lancée il y a 4 ans et demi, 5 ans, quand je suis arrivée à Hong Kong et que j'ai commencé à l'Alliance française et où j'ai D'accord. pu rencontrer Malika. Donc, tu as découvert finalement le monde du FLE un petit peu par hasard, quoi, au début. Un peu par hasard, ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, ouais. Un peu par hasard, mais aussi c'était un moyen j'avais fait des études de communication qui me plaisaient vraiment moyennement. Je me voyais pas du Mhm. tout travailler dans le marketing dans une grosse boîte, donc c'était un peu un moyen de m'échapper aussi, Ok. et de voyager, de partir à l'étranger, de découvrir d'autres cultures. Donc ouais, c'était un Est-ce peu que un échappatoire aussi. Ouais, j'imagine. Est-ce que c'est des disciplines quand même, les sciences sociales, la communication, dont tu te sers en cours aujourd'hui? Bah, Pas je forcément. pense que oui. Si, si, si. Bah, tout l'aspect anthropologie, c'est quand même essayer de comprendre les comportements humains en groupe. Et une classe, c'est un groupe d'humains qui Mhm. interagissent. Donc, je pense que ça m'a quand même été utile pour essayer de comprendre ce qui se joue dans un groupe et les dynamiques. Et bon, c'est entre l'anthropologie et la psychologie. Après, c'est assez vaste. Mais oui, je pense que cet intérêt-là pour les sciences sociales fait que si enseigner à des groupes, ça m'intéresse pour la Mhm. dimension de psychologie de groupe. Et la Mhm. communication, beaucoup, surtout avec l'effet du FLE, pour tout ce qui est mise en page, on en reparlera Mhm. peut-être, mais l'aspect graphique, l'aspect visuel nous semble très important avec Malika. Mhm. Et donc, c'est un peu de la com, c'est rendre un contenu attractif visuellement, Ouais, rendre ouais, des contenus alléchants, donner envie de les utiliser, de se plonger dedans. Voilà. ouais, totalement. Et toi, Malika? Alors, je ne sais pas si on peut parler de parcours atypique pour moi parce qu'en fait, à la base, j'étais professeure d'italien
Et j'ai suivi mon conjoint à Hong Kong et je me suis dit que je ne pouvais pas rester sans travailler et j'ai donc j'ai anticipé et j'ai fait le DAFLE un an avant de partir à Hong Kong et j'ai d'abord travaillé en Alliance française. Et puis là, depuis peu, je travaille au lycée français. Et en Alliance française, on a vraiment des publics très variés adolescents, adultes et vraiment jeunes enfants à partir de 3 ans même. Et est-ce que tu enseignes encore l'italien ou plus du tout? Non, malheureusement, je le lis toujours, je l'écoute toujours, mais en fait, disons que à Hong Kong, ils aiment beaucoup avoir un professeur euh, qui soit euh, qui soit vraiment, comment on appelle ça, Un natif? Natif? oui, voilà, un professeur natif. Et donc, c'était difficile pour moi d'avoir Mhm. une certaine légitimité en tant que professeur d'italien. Et donc, j'ai choisi le français. Voilà. Ok. Donc on va peut-être en reparler au niveau de l'enseignement à Hong Kong. Donc tu disais tu enseignais, tu enseignes pour des adolescents, des adultes, des enfants également, il me semble. Oui, oui, oui. Ouais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton public d'enseignement actuellement? Alors, j'ai commencé avec des cours, j'ai donné des cours aux adultes. Moi, là-bas, quand j'étais en France, c'était aux adolescents que je, que j'enseignais l'italien, donc collège et lycée. J'ai commencé par les adultes et puis après, on m'a plongé directement dans le bain enfant sans préparation. Donc, c'était assez déconcertant au début, surtout que c'est pas du tout la même progression. Donc, c'est pas les mêmes sujets aussi. On n'aborde pas les mêmes sujets avec des enfants. Il faut vraiment coller à leurs intérêts. Donc, des fois, quand on est devenu adulte, on perd un petit peu le contact avec les centres d'intérêt des enfants. Voilà, donc c'est vrai qu'au début, il faut se replonger dans tout ce qui est chansons, comptines, vraiment fragmenter les points de grammaire, voilà, c'est un public très différent, mais avec lequel on apprend à mieux faire cours aux adultes. Ok. Comment ça? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que on fragmente davantage les points à aborder. Voilà, on va fragmenter tout. Comment Hmm. je veux Ça pas donne une parler de certaine. grammaire parce qu'on parle pas tout de suite de grammaire, mais comment on appelle ça Peut-être que ça force à avoir une structure plus précise, non? Oui, voilà, on a une structure plus précise, on va bien cibler les éléments de langage ou les phrases clés qu'on va utiliser par rapport à une situation clé et elles seront récurrentes Hmm. pendant un certain temps. Et avec les enfants, il faut tout le temps répéter. C'est Hmm. tout le temps répéter la même chose sous différentes formes, mais ils s'en lasseront pas. Et c'est le seul moyen d'arriver à leur faire retenir ce sur lequel on travaille. Donc, c'est toujours revoir la même chose sous différentes formes. Ok, c'est super intéressant. C'est vrai que j'ai pas trop d'expérience fleu avec des enfants, donc je trouve ça toujours intéressant de discuter avec des personnes qui s'adressent à ce public-là. Et toi, Alice, tu t'adresses à quel public du coup en ce moment? En ce moment, je travaille à l'université Baptiste à Hong Kong. Donc, c'est assez différent. C'est des jeunes adultes ou des jeunes qui sortent tout juste de l'adolescence, du lycée. Donc, ils ont 18, 20, 23, 20, 24 max. Mhm, Donc, ça change pas mal en fait par rapport à l'Alliance française où, comme à l'ICA, j'avais tous les âges de 7 ans à 77 ans. mhm, Et c'est l'ambiance de travail, les enjeux sont pas les mêmes non plus. Ils sont beaucoup plus orientés vers leurs notes finales, les examens.
Et j'essaye de ne pas enseigner en ayant trop ça en tête parce que sinon mes cours vont se transformer en préparation à l'examen. Ouais. Au lieu que l'examen vienne sanctionner le bon, vienne conclure l'apprentissage, la logique risque de s'inverser. Donc il faut un peu Mhm. lutter contre ça et arriver à. Bon, certes, il y a un examen à la fin, mais c'est surtout à Hong Kong où la pression sur les études est quand même assez forte et les étudiants ont des attentes assez élevées par rapport à ça. Depuis tout jeune, ils sont entraînés à performer, à avoir des bonnes notes, à passer des tas d'examens dès l'âge de 3 ans. Ils ont déjà des examens, même à la maternelle, non? Malika, je crois que c'était ce que tu m'avais raconté. Ok. Pire Donc qu'en voilà, France, à Oui, ce ils passent des niveau-là. entretiens. je passe des entretiens d'embauche pour la maternelle. Wow. Déjà en France, je trouve qu'on est pas mal niveau évaluation, mais là, ça a l'air d'être encore pire. Ouais. Ouais, donc je pense qu'à l'université, je ressens encore plus cette pression-là de l'examen du résultat et j'essaye de pas laisser ça trop influencer mes cours et de garder un aspect un peu juste fun, ludique, de passer un bon moment aussi ensemble et de leur faire pratiquer la langue sans trop de pression, on va dire. Ok, merci. On avait également envie d'aborder avec vous le sujet de l'expatriation. Donc à Hong Kong, tout à l'heure, donc, Malika, tu disais que c'était important pour les profs de langue d'être natifs. Donc je suppose que c'est la même chose pour les profs de FLE, que c'est la même chose peu importe la langue. Donc voilà, si vous avez des informations à nous donner à ce sujet-là, sur le statut, la rémunération, etc. Nous, c'est vrai qu'avec Zoé, on est habitué en Allemagne. À ce que les profs de FLE aient un statut de travailleur indépendant. Donc, on se demandait si c'était la même chose à Hong Kong. Pour ce qui est du statut, je saurais pas me lancer concernant les freelances, mais en tout cas, on peut être sponsorisé. Donc, quand on est arrivé, par exemple, Alice ou moi, à l'Alliance française a sponsorisé notre visa. Donc, Ok. c'est souvent c'est l'employeur qui doit sponsoriser le visa ou alors ce que j'ai fait moi actuellement pour travailler au lycée français, c'est de me mettre en visa dependent parce que certains établissements ne prennent pas la responsabilité de sponsoriser un visa. Mhm. Donc, Quand tu dis sponsoriser, tu veux dire enfin, prendre en charge financièrement le visa ou... oui, 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 voilà, prendre en charge le visa et parce qu'il faut aussi un certain nombre d'heures. Ok. Voilà, donc des fois pour des mi-temps, on peut pas avoir un visa sponsorisé, hein, si je ne dis pas de bêtises, Alice. Oui, c'est ça. En fait, quand un employeur sponsorise ton visa, il te prend en charge, enfin, il s'engage à te donner un certain nombre d'heures et à t'employer comme employeur principal. Financièrement, je sais pas vraiment s'il y a des charges financières pour sponsoriser un visa, mais c'est quand même des démarches administratives. Donc, parfois, ils sont un peu réticents à sponsoriser des visas, notamment pour des mi-temps. Je crois que c'est quasiment impossible. Donc, il faut trouver un employeur qui va Mhm. t'employer à plein temps. Voilà. Mhm. Ça Ok. peut être un peu limitant, ça. Et du coup, est-ce qu'il est nécessaire comment dire, de commencer sa recherche d'emploi avant de s'expatrier ou est-ce que c'est possible de rechercher en arrivant sur place? Enfin, j'avoue que je ne connais absolument pas à ce niveau-là. On a la chance en Allemagne de pouvoir arriver comme ça, à s'installer, est-ce que ce soit beaucoup plus facile? Merci Union européenne. Quand tu arrives, tu seras en visa touriste. Ou alors tu arrives avec un conjoint et dans ce cas-là, il y a un visa de dependent. Mais sinon, il vaut mieux effectivement entreprendre les recherches d'emploi avant. Mhm. Une autre option aussi, c'est ce que j'ai fait moi en arrivant à Hong Kong. Pendant un an, j'étais en permis vacances-travail. Mhm. Donc, ça m'a beaucoup facilité la vie pour travailler à l'Alliance française. Ok, ouais. Ouais, Il y a une limite d'âge, non, pour les PVT, il me semble. Je crois ouais. que ça dépend des C'était pays. 29 ou 30 ans, je crois, à Ok, vérifier. Mais les ok. démarches, ça n'avait pas été trop compliqué de l'obtenir et ça m'avait quand même donné un an après pour profiter de pouvoir être employable Ouais, c'est pas mal. assez flexiblement. Ouais, ouais. Et pour Et se lancer, c'est pas mal. ouais, 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 c'est clair. Et du coup, au niveau des opportunités de travail dans le FLE, est-ce qu'il y a du travail à Hong Kong? Est-ce que c'est facile de trouver? Tu disais que tu travaillais à l'université.
encore une fois, ben, voilà, je rapproche toujours ça de l'Allemagne. Je sais que nous, c'est pas forcément évident de travailler à l'université, enfin, en tant que jeune prof, en tout cas. Il y a beaucoup d'opportunités à Hong Kong. On en discutait avec Malika tout à l'heure, que ce soit les lycées internationaux, même les écoles locales qui cherchent des profs de français. L'Alliance française qui est énorme, hein, je crois que c'est une des plus grandes du monde, l'Alliance française de Hong Kong. Il y a une soixantaine ou 70 profs peut-être. Ah ouais, c'est Donc vrai. assez souvent, ils cherchent quand même des profs de FLE. Les universités, après, le français décline un petit peu, j'ai l'impression, à l'université, mais ils continuent quand même à proposer des cours la plupart. Après, c'est plus difficile d'obtenir un poste à plein temps. Ils recherchent Mhm. souvent des gens qui sont à mi-temps, donc qui souvent sont là à Hong Kong depuis 10 ans et ont déjà le statut de résident. Après 7 ans à Hong Kong, en fait, on obtient le statut de résident qui permet de pouvoir travailler très librement sur des contrats à plein temps, mi-temps, quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Donc Mhm. des gens qui sont là souvent depuis longtemps, qui occupent ces postes-là. Mais ouais, il y a plein d'opportunités, ouais. Pour le FLE, j'ai l'impression que ouais, il y a du choix, il y a dans plein de cadres différents en fait. Et souvent avec des salaires quand même plus intéressants que ce qu'on peut trouver ailleurs. Ok. Et est-ce que vous diriez qu'il y a aussi des opportunités pour les profs de FLE non natifs, du coup? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est très important là-bas? Je pense en tout cas, moi j'ai vu à l'Alliance française qu'il y a des professeurs natifs et non natifs. Donc je pense pas que ce soit un critère de recrutement, en tout cas au sein de l'Alliance française. Ok, Euh, intéressant. c'était plus moi, c'était mon expérience en allant Mhm. à la Dante Alighieri. Donc eux m'avaient fait Mhm. clairement comprendre qu'ils préféraient des professeurs italiens. Je demande parce que c'est vrai que enfin, dans le domaine du FLE, c'est quand même très souvent le cas où on voit encore ce petit critère discriminatoire sur certaines annonces, offres d'emploi, de stage. Voilà, le côté, enfin, l'aspect natif. Non. Surtout qu'on a un public qui a besoin de se raccrocher à une autre langue des fois que l'anglais. Donc, un professeur qui peut parler cantonais ou mandarin va leur permettre, en tout cas, quand on a affaire à des débutants, voilà, un débutant va se sentir peut-être moins submergé et va pouvoir se raccrocher à tout ce que peut lui expliquer un professeur qui parle Mhm. cantonais ou mandarin. Donc, pour moi, je trouve que c'est bien d'avoir des professeurs qui soient pas forcément natifs et qui ont réfléchi sur la langue plus qu'un professeur natif. Ouais, ouais, c'est clair. Je vais laisser la main à Zoé pour parler un petit peu plus des faits du FLE maintenant et de vos activités en ligne. Oui, alors j'espère que ma connexion est assez stable. Mais j'ai juste une petite question complémentaire à Malika et Alice. Est-ce que vous parlez le cantonais ou le mandarin ou c'est quoi la langue d'enseignement dans vos cours de FLE? Vous parlez L'anglais. enfin c'est l'anglais, ouais. Ouais, c'est ce que je me disais. On est là aussi pour parler d'effets du FLE, en soi et je voulais savoir, comment sont nés les Fées du FLE? Comment est né, et puis qu'est-ce que c'est déjà? Parce qu'éventuellement, il y a des auditeurs, nos auditeurs qui ne vous connaissent pas. Voilà. Je peux tenter de retracer la genèse. Bah, c'est l'effet du fleu, c'est né autour d'un verre de vin, Comme avec, je balance dirais, ton FLE. ah ouais, ça souvent ça aide à trouver un peu l'inspiration et surtout comment dire, l'audace, parce que lancer son propre projet comme ça, c'est toujours un peu, faut avoir des idées, enfin, faut avoir un peu de vision quoi sur le potentiel de ce qu'on fait et de ce que ça pourrait donner. Ouais. Donc autour d'un verre de vin, attablé avec nos deux ordinateurs en train de geeker sur Geniali, Word, Canva et à faire des créations, on s'est dit, mais quand même, là, ça fait un an et demi qu'on crée plein, plein, plein de choses. Nos ordis sont bourrés de fichiers qu'on n'a parfois jamais utilisés parce qu'on n'a pas eu le temps. On avait fait une super activité qu'on n'a pas pu Mmh. faire en classe. Un extrait vidéo génial qu'on n'a jamais pu exploiter. Et peut-être qu'on n'aura jamais l'occasion de le faire. Et c'est dommage de garder tout ça en train de dormir sur nos disques durs. Donc, Mmh. c'est là qu'on s'est dit que ce serait sympa de créer un site en fait pour pouvoir partager tout ça.
Et puis Je voilà, l'idée a été pense, lancée. Ouais. Alice, il y a eu un élément déclencheur, c'est qu'on a dû mener une formation pour des professeurs et en fait, on avait des supports à partager et on s'est rendu compte que on les partageait à un moment donné avec Mhm. les professeurs parce qu'on faisait la formation, mais qu'il fallait qu'on trouve quelque chose de plus pérenne, de partager pas uniquement au moment où on faisait la formation, mais partager plus Oui. durablement. Mhm. Parce qu'on avait fait une formation sur Geniali et on voulait partager ces supports. Donc vous utilisiez Geniali avant de vous lancer dans cette aventure, l'effet du fleu. C'était déjà un support, un outil que vous, voilà, que vous maîtrisiez bien et que vous utilisiez de manière régulière, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé 3 ans hein, à faire cours en ligne et on avait besoin de supports amovibles où en fait les apprenants interagissaient entre eux. Et donc avec Geniali, la possibilité de poser des questions et à l'apprenant de montrer par l'intermédiaire de l'écran et Mhm. du fait qu'il puisse glisser les éléments demandés et montrer à l'autre apprenant qu'il avait bien compris la, la requête. Donc, Geniali était le support parfait. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais Si, si. Mais alors, juste une petite question chronologique. Donc, le premier confinement, c'était en 2020. Est-ce que vous utilisiez Geniali? Est-ce que vous conceviez des ressources pédagogiques comme ça avant le Covid? Ou ça a vraiment propulsé? Ou ça a été... on est resté 3 ans et la première année, on a tâtonné en fait avec Geniali. Et c'est vraiment au bout d'un an qu'on a commencé à comprendre son potentiel. Donc la Mhm. première année, on n'était pas forcément sur des supports Geniali. Oui, et alors j'aimerais juste revenir un peu sur Geniali. Pourquoi Geniali et pas Canva ou pas une autre plateforme? Qu'est-ce qui distingue Geniali des autres supports, des autres outils qu'on a découvert avec le Covid? Bah, je ne sais pas si Canva maintenant, je n'ai pas exploré toutes les possibilités de Canva. Les outils aussi ont beaucoup évolué, se sont développés, mais à l'époque, je me souviens qu'on essayait on avait en classe, on utilisait un jeu de voyance, un jeu du tarot, Mhm. qui est sur le site d'ailleurs. Et c'était très sympa pour travailler sur le futur, de leur faire tirer les cartes et imaginer des prédictions à partir de la carte qui avait été tirée. Oui. Et on essayait de trouver un moyen de refaire cette activité en ligne. Et j'ai trouvé aucune plateforme à part Geniali qui permette de reproduire un jeu de cartes Mhm. et de retourner les cartes pour pouvoir reproduire à peu près la même interaction qu'on aurait pu avoir en Oui. face à face. Et je sais pas, peut-être qu'on peut le faire sur Canva, hein, mais à Non, ah, l'époque, Geniali, c'était quand même une des plateformes qui laissait le plus de liberté aux concepteurs, vraiment ouais, de créer oui, des après, contenus comme ça. Canva, c'est de la mise en page, mais il n'y a pas l'interactivité souhaitée qu'il y a dans Geniali. Puisque, enfin, je pense pas que le but soit le même. Mais juste avant de continuer avec Geniali, je voulais savoir quelle était la fréquentation de votre blog. Quelle était, voilà, vous avez créé une communauté de Geniali sur les réseaux, sur Internet, et je voulais savoir un peu, à peu près, voilà, qui sont ces gens qui utilisent vos ressources et sont-ils nombreux? Enfin, voilà. Si vous avez des données un peu ça n'a pas besoin d'être hyper précis, mais disons approximative du nombre de voilà d'utilisateurs de vos ressources, ça m'intéresserait. Là, j'ai regardé, et disons que par exemple, le restaurant, on a fait 18 000 couverts en 2 ans. Donc, ça veut dire une D'accord. moyenne de 30 à 35 clients par jour. Voilà. D'accord. Ah oui, donc c'est quand même régulier. Alors oui, vos ressources sont gratuites parce que tu dis que tu as 35 clients par jour, mais ce sont toutes des ressources gratuites ou comment vous financez tout ce travail? Ouais. Quand tu disais clients, Malika, je pense que elle parlait des Je clients parle du des restaurant. clients du restaurant. Ah oui. On est dans Oui. la plongée dans la Ouais. perspective actionnelle, là, c'est formidable. Voilà, exactement. Et Malika, tu avais fait
avais d'autres statistiques sur le... Moi, je j'ai pas trop, je m'en suis pas trop Oui, occupée, là mais... dernièrement, j'étais agréablement surprise pour le café que tu as fait, Alice, euh, où il y a eu en un mois, il y a eu 2000 visiteurs, 2000 personnes qui ont pris un café. Mais ma question, disons, est toujours valable. Euh, Toutes vos ressources sont gratuites. Mhm. Oui, oui, toutes nos ressources Voilà. sont gratuites. Et je crois que sur votre site, il y a une cagnotte, c'est ça? Oui, Pour c'est les ça. dons. Mais est-ce que c'est une possibilité pour vous de faire payer vos ressources? Et est-ce que vos ressources, vous-même, vous les utilisez avant de les mettre en ligne sur votre blog ou vous faites parfois des ressources pour faire des ressources? Souvent, on les a déjà utilisés en classe. En général, la Mhm. motivation première, ça reste de créer quelque chose qu'on va tester avec nos classes et Oui, qu'après, on va partager. Mais je dirais que sans enseigner, l'intérêt de créer est un peu moindre et on arrive moins bien à se projeter aussi sur des activités qui vont bien marcher. oui, bien Je pense sûr. que l'idée qu'on va vraiment les utiliser nous-mêmes, ça nous permet de créer des choses qui marchent mieux probablement, si on n'avait pas cette optique-là. Mais donc, souvent à partir de nos cours, mais aussi parfois une ressource qu'on a, une vidéo ou une idée de jeu qu'on a eue, qu'on n'a pas pu mettre en application, mais qui nous trotte dans la tête depuis longtemps. Mhm. On va peut-être aussi parfois en faire une ressource qu'on a pour le coup jamais utilisée, mais c'est plus rare, non, Malika? Je pense que c'est plus rare. Oui, c'est plus rare, c'est plus rare. Ouais. Et vous avez des retours directs d'utilisateurs qui ne sont pas vos apprenants ou pas du tout? Oui, 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 on a une petite fanbase Oui. de personnes qui nous donnent leur retour, qui nous disent comment améliorer, qui ont des questions des fois par rapport à l'utilisation parce qu'ils l'ont pas forcément comprise. Donc, oui, on a des retours. Je sais Ouais, pas bah si je dirais c'est... fanbase, mais on a dans notre boîte Gmail un petit onglet gentil message, Ah! cœur cœur, où on met tous les messages encourageants, sympas, ou les retours Ah, c'est une positifs. bonne idée. Parfois, on a des profs qui nous envoient même les productions de leurs élèves à partir de Ouais, telle activité. Regardez ce que ma classe a fait, et ça fait plaisir de voir il y a des choses qui marchent vraiment bien. Et donc, ouais. il y a les retours qu'on a par message, par email, et aussi les retours de nos collègues, des gens qu'on fréquente qui ont pu utiliser telle activité dans leur cours qui a bien Mhm. fonctionné. Et pas mal de retours aussi, je dirais, du terrain de gens que j'ai autour de moi qui me racontent un peu comment s'est passée telle activité, visite d'appartement virtuel en classe, voilà, des choses comme ça. Donc on a quand même beaucoup de retours et ça fait partie des satisfactions, je pense, d'avoir lancé ce Ouais. projet. Ouais. Vous regardez s'il y a un petit coup de mou, vous regardez cet onglet de la boîte mail et ça vous rebooste. Allez. Oui, c'est ça. Et alors, j'ai une dernière question avant de repasser la main à Lisa. Vous utilisez vos propres ressources, mais plutôt en complément d'un manuel ou d'un programme, ou plutôt pour remplacer parce que le manuel ou le programme qu'on vous impose ne vous convient pas. Voilà, comment s'articulent en fait vos ressources par rapport à vos cours de FLE? Alors, pour moi, il y a toujours la colonne vertébrale du manuel pour rester près des points de grammaire Mhm. qu'on doit aborder sans empiéter sur le prochain cours parce que des fois, le trimestre suivant, c'est un autre professeur et Oui. il fait le niveau suivant. Donc, il faut quand même rester avec la même structure principale et ensuite on s'en écarte un Mhm. peu avec des fois quand un document ne nous intéresse pas dans le manuel, on va essayer de rester près de la thématique, mais en utilisant un document qui va davantage nous plaire, nous motiver, parce que souvent enfin, la motivation de la classe s'en ressent, parce que si le Mhm. professeur n'est pas emballé par le document qu'il présente, il Oui. aura plus de difficultés à l'expliquer et à essayer de trouver une tâche qui corresponde. Mhm. Donc pour toi, c'est plutôt un complément, une Oui. extension de ton cours. En tout cas pour les niveaux débutants, 1 à 2.
Ouais. Après, B1, B2, on peut se permettre plus de Mhm. liberté, pas forcément utiliser le manuel, mais je trouve que pour des débutants, il vaut mieux rester près Oui, de la du progression. manuel. Ouais, de la progression, oui. Et Alice, c'est pareil pour toi? Peut-être un peu plus quand même. Pour moi, de créer des choses, c'est quand même un peu plus faire moyen de m'échapper du manuel, même si il me donne une structure, des thèmes, une progression grammaticale qui est utile. Mais j'ai commencé à créer des choses parce que j'étais pas forcément satisfaite des ressources qui étaient proposées, mais aussi parce que quand on édite un manuel, on a beaucoup moins de liberté dans le type de ressources qu'on peut exploiter. Mais souvent, je trouvais les contenus un peu trop sérieux. Donc, Oui. sur notre site, on partage plein de choses qui sont légères, un peu rigolotes. Enfin, on essaye en tout cas Mhm. que ça puisse teinter d'humour le cours de FLE. Donc ça, c'était un aspect qui me manquait un petit peu, que j'ai pu trouver en créant et en trouvant d'autres supports, d'autres ressources. Et aussi, un des problèmes que j'avais avec mes classes, surtout au début à Hong Kong, quand j'ai commencé, j'avais du mal à les faire parler. Mhm. J'avais du mal à créer des interactions en classe. J'avais du mal à partir de la petite ligne en bas de la page. Non, maintenant, parle avec ton voisin de table de ta famille. Mhm. Si je disais ça à mes classes, souvent, aucun mot ne leur sortait de la bouche, quoi. Donc, il fallait trouver des moyens de structurer ces activités, que ce soit avec des cartes, avec des éléments de langage, avec des choses à s'échanger, créer un Mhm. enjeu de communication. Donc, c'était aussi un peu pour compléter la partie production orale dans les manuels qui est Mhm. pas toujours très présente. Voilà, créer vraiment des activités de production orale. Ouais, D'accord. Donc voilà. voilà, je vais me permettre de résumer. Vous me dites si je me mets le doigt dans l'œil, hein. Mais en fait, c'est pour vous, l'effet du FLE, c'est s'amuser en enseignant et enseigner, enfin, inviter les élèves à s'amuser lorsqu'ils apprennent. C'est ça? Ouais, C'est ça, c'est c'est l'aspect l'objectif. C'est l'objectif. ludique qu'on retient. C'est, c'est important, oui, surtout que le public hongkongais est n'est pas très extraverti, donc il faut leur donner l'occasion de passer par le jeu pour oublier Mmh. qu'ils doivent, qu'ils sont en situation il faut leur faire Oui. oublier cette partie parce que à chaque fois, pour eux, prendre des cours, il y a un enjeu qui est plus grand. Mmh. Il y a nécessité de résultats à la fin. Et donc ça, il faut absolument leur faire oublier. Donc en passant C'était par ouais, un ici. peu casser le côté peut-être très scolaire Oui. du cours. Oui, Ouais, et ça, je pense que c'est presque interculturel parce qu'en Allemagne, je pense même plus qu'en France, on est très habitué à ce côté, ludique des cours et parfois c'est difficile d'apporter quelque chose de nouveau vu que les gens sont habitués à ça et alors j'imagine que vous, vous avez un peu plus d'efforts à faire quant à la légèreté des activités que, par exemple, en Allemagne où bon, c'est un petit peu la règle. Pour finir, je voulais revenir un petit peu sur l'aspect plus gestion de projet donc des du Flux, qui est un véritable projet entrepreneurial, hein. Comment vous gérez cette charge de travail, j'imagine, qui est quand même assez conséquente, que ce soit au niveau de la création de ressources, même si ça rentre, voilà, vous aussi dans vos tâches d'enseignement, euh, l'aspect voilà, promotion des ressources, etc. Comment vous gérez ça, le côté, voilà, l'effet du fleu à côté de vos activités professionnelles d'enseignement? tu décrirais ça comme un projet entrepreneurial, toi, Malika? L'effet du fleu? Non, c'est un projet apéro après une semaine de travail, en fait, Ok. où on a envie de mettre en forme ce qu'on a utilisé, puis c'est nous motiver à revenir sur un document qui nous a pas donné pleinement satisfaction dans son exploitation. Donc, ça nous permet aussi en le publiant, d'avoir un recul, le recul nécessaire en se disant ça a marché, ça a moins bien marché. Et donc après, de pouvoir
de pouvoir le publier nous permet de prendre du recul. Donc, Ok. c'est ma motivation principale, de pouvoir revenir sur un document avec la motivation qui puisse être réutilisé et que tout ce temps investi dedans soit utilisé par d'autres. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Et à une époque, on arrivait à se consacrer un après-midi par semaine à peu près, où on se retrouvait chez l'une ou chez l'autre ou dans un café pour travailler. Là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué avec nos boulots respectifs. On essaye de continuer à caler assez régulièrement des petits moments où on se retrouve pour bosser ensemble, parce que c'est plus motivant que chacune dans son coin. Mais c'est un peu plus difficile. Mais on essaie de. Après, on se met pas la pression parce que c'est pas. C'est pour le plaisir qu'on fait ça, c'est pas pour avoir une pression, avoir des objectifs. Enfin, tout est mis à disposition gratuitement. A priori, on n'a pas pour le moment de projet de professionnaliser ça plus que ça ne l'est à l'état actuel, pour le moment en tout cas. Ok. Donc, on n'a pas trop la pression. On avance enfin, quand on a produit des choses, on les publie au fur et à mesure en fonction de nos disponibilités du moment, sans forcément se mettre trop d'objectifs, je dirais. Non, Ok. c'est un peu selon le feeling du jour, quoi. Aujourd'hui, tiens, il y a ce domino là qui traîne que j'ai toujours pas publié. Allez, on va faire un petit article et puis un petit post sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est assez irrégulier quand même. Il y a des moments où pendant 3 semaines, il n'y a Ça plus va. personne. Ouais, Puis quand même. ouais, mais je sais pas comment tu le vis, toi, Malika, mais moi, je le vis plutôt De de la même manière. façon, c'est assez irrégulier. Il y a des moments où je vais faire la fourmi et donc je vais créer des documents en me disant, bah, ceux-là, je vais pouvoir les publier quand je serai trop occupée. Et puis, il y a des moments où je fais la cigale et où je suis absolument pas en mesure de créer quoi que ce soit. Et c'est d'autant plus irrégulier que maintenant, on n'est plus en période Covid parce qu'avant, on était vraiment, on n'a pas pu voyager, on n'avait pas le trajet boulot non plus puisqu'on enseignait depuis chez nous. Donc, en fait, on avait tout ce temps aussi pour nous qui nous permettait de publier. Je trouve ça hyper intéressant que vous ayez réussi à, comment dire, à garder le loisir au centre de l'activité, alors que honnêtement, enfin, quand on voit vos ressources, etc., enfin, ça fait hyper pro. Enfin, je pense que Zoé est d'accord avec moi, votre site est hyper clean. Enfin, franchement, ça fait hyper professionnel, quoi. C'est Alice. Ah, c'est le Bah, côté pourquoi tu dis communication. ça? Bah non, c'est nous deux. Non, mais après, on a notre template, c'est visuel après, c'est surtout ça. C'est que visuellement, c'est clair, on espère que c'est attractif et je pense que ça donne le sentiment que. Bah après, on a pris, oui, on prend du temps quand même à faire, on relit chacune ce qu'a fait l'autre, On se Mm. relie, oui. mais on prend le temps de le faire bien, mais sans forcément se mettre la pression par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Et je Mm. pense que le fait que vous l'utilisiez, comme vous venez de nous le dire, pour votre travail rémunéré, votre travail à plein temps, ça aide aussi, parce que finalement, vous le mettez à disposition, vous le créez pas pour ensuite le mettre à disposition gratuitement. Donc, je pense que c'est aussi une source de motivation. Vous faites pas ça juste pour le faire. Parce que, bon, ça, je peux comprendre que ça ajoute du travail, mais là, ça fait partie de votre travail. C'est une prolongation de votre travail. Donc, Ouais. je pense que psychologiquement, c'est même plutôt satisfaisant d'avoir ce site, non? Ah ouais, bah oui, sinon on le ferait pas. Enfin, le Et jour où, puis, où ça deviendra une corvée, je pense qu'on arrêtera. il Voilà. y a une partie création aussi, en fait, où on peut, en fait, moi, j'adore pouvoir créer des fiches pédagogiques et puis c'est un peu comme écrire une petite nouvelle, en fait. On n'a peut-être pas forcément l'imagination d'un écrivain ou alors d'un scénariste, mais on va entre guillemets, rentrer dans l'histoire et puis la décortiquer et faire sa propre petite histoire. Je sais pas, mais moi j'aime bien cet aspect création qui permet de s'échapper. Oui, c'est une échappatoire. Ok, ok, super intéressant. Donc on a bien compris, c'est plutôt Alice qui gère le côté, on va dire, communication, voilà, rendre les choses un petit peu plus attractives peut-être dans le duo. Oh, mais Euh, Malika est bien, c'est devenu une vraie Instagrammeuse, hein. Moi, j'ai
Mais Faut être d'ailleurs, expert de toutes les plateformes, mais maintenant, en parlant d'Instagram, vous vous montrez pas trop sur les réseaux. Est-ce que c'est un choix? Pas trop influenceuse, quoi. non, mais on n'a aucune envie d'être influenceuse. On Non, non. Ok. non. On a le site, c'est juste l'occasion, ce sont des biais pour nous faire connaître, mais après, on n'a Bah, pas c'est une Ok. vitrine de besoin. notre travail aussi, ça Voilà. peut. Mais Un nous, genre en de tant que portfolio aussi, personne, un petit peu. oui, voilà, un peu un portfolio aussi. Ça. Mais nous, en tant que personne, je pense pas qu'on est. Ouais, c'est pas une Enfin, volonté. c'est pas nous en tant que personne qu'on a forcément envie de mettre en avant. Je pense. Enfin, après, si jamais on était contacté pour parler, former des profs, des futurs profs de FLE ou parler de notre travail, eh bien, on le ferait avec plaisir. On l'a fait d'ailleurs par le passé, mais je pense que ni l'une ni l'autre, on a envie d'être sous le feu des projecteurs, entre guillemets. Mm. Non, Malika? Non. Pas, pas, pas tellement, non. On est, Je on veux est bien bien derrière notre petit ordi avec notre verre de vin à geeker et à faire du montage sur Premiere Pro et voilà. Ok. Bon, pour finir cette interview, on voulait vous demander un petit peu est-ce que vous auriez des projets à nous partager, des envies pour l'avenir? Quels sont vos projets pour l'effet du flux? Le projet là, c'est celui d'essayer à un moment ou à un autre d'ouvrir ce satané B1, B2 qu'on remplit doucement, mais pour lequel il nous faudrait encore un peu de temps. Ouais, c'est ça. Je dirais que l'objectif, la prochaine étape, c'est d'arriver à avoir suffisamment de contenu B1, B2 pour pouvoir ouvrir une bonne partie de notre site bien solide. Mais le Mm. problème, c'est qu'on travaille beaucoup avec des A1, A2. Enfin, moi, là, personnellement, je fais que du débutant complet, hein. Je fais que ça toutes mes journées. C'est l'alphabet, je m'appelle. Donc, je suis un peu moins dans l'optique B1, B2 en ce moment et ça sent. Voilà, du coup, du fait de mes cours, la création s'en ressent puisque je crée essentiellement pour mes cours aussi. Malika, je sais pas, tu as des niveaux un peu plus élevés, toi, mais c'est souvent du A2 Moi, c'est aussi. du C'est du. A2 et Ouais. pour l'instant, j'ai essayé de remplumer notre B1, B2, mais c'est avec nos archives en fait, c'est avec les niveaux sur lesquels on a travaillé il y a 2 ans. Mais voilà, Ouais. c'est surtout en fait, on a besoin de temps. On a Mhm. besoin de temps. Ouais, Bah, mais de temps et d'enseigner à ses Et publics aussi. oui, et d'enseigner à ce Ouais. public. j'ai vu que votre site internet était déjà prêt pour les niveaux B1, B2. Tout ça est très bien organisé. Je sais plus ce que vous avez mis à venir. Ça fait au moins 2 ans que c'est à venir. Bon. La notion du coming soon est extensible à l'infini. Mais non, mais ça va venir, hein. On est bien déterminé à ce que ça vienne à un moment, mais quand, ça c'est le suspense. Le suspense demeure. Ok, vous me tiendrez au courant. Et justement, où est-ce qu'on peut rediriger voilà, nos auditeurs donc, vers votre site internet, j'imagine? Est-ce que Ouais. vous êtes actifs sur d'autres plateformes? Malika Instagram à fond. Non, pas si régulièrement que ça, mais on essaie de poster assez régulièrement sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, pour que tout un chacun puisse trouver la plateforme qui lui convient et suivre à peu près nos dernières créations. Ouais. Après, c'est pas très régulier, hein. Comme on le disait, ça dépend des moments de notre vie pro, de notre vie perso, mais on essaie de poster quand même de temps en temps quelques créations. Voilà. Bah, vous avez déjà tellement de ressources disponibles enfin, que je pense qu'on peut trouver ce dont on a besoin déjà, hein, même si on n'a pas un niveau avancé, on va s'en Mm. remettre. Oui, puis je voulais juste commenter, on en sait un peu plus maintenant sur vous. Vous faites les choses avec le cœur, vous avez beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux quand même. Et voilà, vous voulez pas être influenceuse ou sous les feux des projecteurs, mais j'ai envie de dire vos ressources font le travail pour vous. Puisque vous avez quand même une communauté sans tout miser sur la communication et ça c'est chouette. Mais je pense que ça se voit hein, quand on fait les Oui, ça choses se voit. avec sincérité. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça se ressent quand même pas mal dans votre contenu, quoi. Voilà. Mais en fait, on est contente de se retrouver, de partager nos dernières trouvailles, de se remotiver. En fait, on est riche, enfin, on est riche de ce travail d'échange qu'on a entre nous. C'est vraiment ce qui nous motive, voilà, de partager
toutes les deux pour ensuite partager à un plus grand nombre. Mais c'est vrai que moi, je m'attendais pas à ce que ça ait autant d'écho si rapidement. En fait, je me souviens que quand on a créé le site, on a fait un petit post link sur nos profils LinkedIn pour annoncer, voilà, poster le lien. Et vraiment, ça a dû être relayé par des personnes qui avaient un grand réseau FLE, parce que le truc a fait effet boule de neige et on s'est retrouvé vraiment avec Oui, plein de personnes qui ont découvert le site par ce biais-là, par le biais d'une publication qu'on a faite sans se dire que ça aurait plus d'impact que ça. Donc, on a vu ça comme un bon signe que ce qu'on proposait, ça répondait à un vrai besoin de la part des profs et que c'était vraiment utile. Donc, ouais, c'était super encourageant. C'est ça, que c'est les ressources vivent leur vie. Après, elles circulent, elles sont échangées, elles sont commentées, elles sont... super. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cette interview, à ce podcast. On mettra de toute façon tous les liens, voilà, où vous retrouvez votre site internet, etc., dans la barre d'infos. Voilà, merci. Merci à vous. Vous venez d'écouter Balance ton FLE. Ce podcast a été produit et réalisé par Lisa Perdriel et Zoé Duval. Retrouvez des informations complémentaires et les ressources citées dans l'épisode sur notre site internet balancetonfleu.fr. La bande-son de cet épisode a été réalisée par Karma Instru et le montage par Aude Langlois. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt.